Le Québec fait face à des gros enjeux au niveau du système de soins de santé. On a des enjeux à la fois au niveau des ressources humaines, des enjeux au niveau de l'accès aux soins, des enjeux au niveau financement également, des dépassements budgétaires. On sait que la santé est un des plus gros postes budgétaires du gouvernement du Québec. Donc on a énormément de chercheurs qui travaillent sur tous ces sujets-là et on voulait valoriser leur travail en mettant en valeur l'année thématique sur la santé. Donc l'objectif ultime d'un système de santé, c'est d'améliorer la santé de la population, améliorer les résultats de santé. On a ici le premier objectif. Cependant, ces résultats de santé, même si on a fait des progrès importants au cours des dernières décennies, des dernières années, on sait que ces résultats sont inégaux dans la population. Donc ça veut dire qu'il y a un autre objectif d'un système de santé, c'est l'équité. Donc un système de santé, c'est aussi un système de solidarité, un système pour réaliser cette équité dans la distribution de la santé, dans la distribution des services à la population. A somewhat unique challenge in Canada and in Quebec is that we don't collect data on all of the characteristics of people that we might be concerned about. So for example, during the pandemic, we heard from communities, proportion of the population, people of color and immigrants, et cetera, people who were having to leave their house every day, go to work in the healthcare system and other places. Those neighborhoods were hit particularly hard by the pandemic, and we saw higher rates of infection there. But the public health data that we had, it didn't include things like people's race, ethnicity, where people are from necessarily, other key pieces of information. So it's relatively easy for us with the data we have. We can look at inequalities, by age, by where people live, but there are a lot of characteristics of individuals that we care about in society, and in other healthcare systems we're paying attention to inequalities on those factors, and in Canada and Quebec we just don't have those data. And so I worry because when you can't show that there are inequalities, it's easy to kind of pretend that they don't exist and that we don't have to deal with it, we don't have to worry about it. On se rappelle qu'au début du mois de janvier 2022, on a vécu une très grosse montée des cas de Covid et le gouvernement n'arrivait plus à faire face à la demande de dépistage par test PCR et a décidé de fermer le dépistage par test PCR, en fait de le réserver à une certaine classe de la population, les plus vulnérables. Dans cette situation-là, le gouvernement n'avait plus d'informations sur le nombre de cas, l'évolution de cas de Covid, sur l'incidence, etc. En fait, on a eu au Cyrano une idée, un collectif de chercheurs a décidé, dont je faisais partie, de mettre en place une innovation méthodologique qui était de faire en fait de l'estimation de l'incidence des cas toutes les semaines à partir d'enquêtes auprès de la population. Et en quelques semaines, on a réussi à faire la preuve de concept et montrer que ça fonctionnait. Cette innovation méthodologique et le gouvernement a très bien reçu cette innovation-là. Le directeur national de santé publique nous appelait pour avoir les résultats en premier dès qu'ils sortaient des analyses. Ces résultats-là l'aidaient pour les points de presse qu'il faisait régulièrement à la population. Il ne faut jamais s'arrêter à la création d'une modélisation. Il faut essayer de voir si on est capable de l'amener à être utilisé dans le milieu pour développer des nouvelles politiques publiques, par exemple, ou des nouvelles solutions. Donc ça, c'est ce qu'on recherche toujours à faire. Et donc, il faut passer pas mal de temps à transformer ces outils-là, de les amener d'un langage très technique à des outils qui sont plus faciles à utiliser. Ensuite, transmettre les connaissances aux futurs utilisateurs, s'assurer qu'ils comprennent comment les utiliser, les accompagner là-dedans, et puis s'assurer de maintenir et mettre à jour ces outils-là. Donc, les modèles qu'on a développés, notre objectif, c'est qu'ils servent encore dans plusieurs années, et c'est ça qu'on essaie de faire au Cyrano. Ce qu'on a eu avec les réformes structurelles qui ont eu lieu à partir des années 2000, la réforme de 2003, la réforme de 2015 et plus récemment la réforme de 2024, c'est une réduction du nombre d'établissements, une réduction aussi des espaces que l'on offre aux citoyens pour exprimer leur voix, pour influencer ce qui se passe dans les organisations. Ces espaces-là, donc, il faut les réouvrir, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir permettre aux citoyens d'exercer cette influence donc, sur les services qu'on leur offre. Up till now, like the notion of access to primary care has just been very focused on this notion of through a physician and what the public would appreciate or might need. Different people need different things at different times, and maybe part of what we need to think about and operationalize is offering more choices to people as a way to enter into the
the healthcare system and not this idea of every Quebecer has a family doctor. So what does it take to do that? It takes really creative thinking. It takes looking at innovations that have been put in place in other healthcare systems, trying to learn from those. It means shifting our healthcare system away from being so focused on physicians. And physicians have a very powerful voice in our system, and frankly, the patients and public don't have as strong a voice. And I think listening to what the public wants and needs and how they want to access the healthcare system is something we need to pay a lot more attention to. On a beaucoup d'enjeux au niveau de la profession infirmière, d'enjeux au niveau de l'organisation du travail, par exemple, avec tous les enjeux de temps supplémentaire et temps supplémentaire obligatoire qu'on entend dans les médias. Beaucoup d'enjeux aussi au niveau des tâches qu'elles peuvent réaliser dans leurs activités. Et c'est là un point très important, c'est-à-dire qu'on le sait que aussi les médecins sont débordés et sont difficiles d'accès. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Et on a un enjeu en fait de substitution et de complémentarité entre tous ces professionnels de santé-là. Il y a un travail à faire pour améliorer la délégation, le transfert d'activités des médecins vers d'autres professionnels de santé. Les infirmières notamment, les travailleurs sociaux également pour tous les aspects, les problèmes plus sociaux et plus santé mentale, peuvent jouer un rôle important de porte d'entrée dans le système de santé et après orienter pour des cas plus complexes vers les médecins si besoin ou vers d'autres professionnels. Quand on pense au vieillissement démographique, on pense toujours à la santé, les soins de santé, mais il y a tout un autre volet de ce qu'on fait à l'intérieur de notre système de santé, qui est la prise en charge de la perte d'autonomie. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessairement qu'on a des problèmes, maladies cardiovasculaires ou ainsi de suite, mais on perd en autonomie, soit cognitive ou physique, de par le vieillissement. Nos capacités sont moins là. Et souvent, on a besoin d'aide pour fonctionner dans la vie, que ce soit au niveau des activités de la vie quotidienne, faire à manger, prendre des soins personnels, l'hébergement. Et donc, c'est une portion du système de santé qui, en fait, quand on regarde sa croissance, c'est la plus forte en ce moment. Pourquoi? Parce que ça touche surtout les 75 ans et plus. Et dans le vieillissement démographique, on est déjà rendu très, très loin dans cette phase-là. Donc là, on n'est plus dans les 65 ans et plus. La population de 65 ans et plus va commencer à stagner. C'est vraiment chez les 75-80 ans que là, la problématique commence à apparaître. Donc moi, je me suis intéressé particulièrement aux soins qu'on donne à ces gens-là en termes de perte d'autonomie, ce système-là qui est en explosion, en croissance. Et là, il y a des constats qui sont vraiment, qui font peur. On fait face à un mur. Quand on regarde, par exemple, le nombre de places en hébergement, donc ce qu'on appelle au Québec les CHSLD, qu'on devrait construire dans les 20 prochaines années, il faudrait doubler notre capacité. Donc, il faudrait construire presque 40 000 places quand on a en ce moment 40 000. Et donc, ça veut dire à peu près un rythme de 2 000 places par année qu'il faut construire. Et donc, ça, dans le plan québécois des infrastructures, ça veut dire des investissements que l'industrie de la construction aurait de la misère à soutenir. Si on regarde ce problème-là de l'hébergement puis qu'on dit plutôt, non, on va faire plutôt des soins à domicile, en soins à domicile, le gros problème qu'on a, c'est notre main-d'œuvre. Il faudrait doubler le nombre d'infirmières qu'on irait embaucher, doubler le nombre de préposés aux bénéficiaires dont on aurait besoin. Et là, c'est les contraintes de main-d'œuvre qui viennent nous affecter. Donc, nous, on s'est intéressé à, en quelque sorte, prendre ce système-là, le projeter dans le futur, puis essayer de regarder des manières alternatives. Comment est-ce qu'on pourrait réaménager les soins à l'intérieur, avec les capacités qu'on a, et faire mieux. Puis on a dégagé toutes sortes de marges de manœuvre. À l'heure actuelle, le système n'est vraiment pas efficace pour donner les soins. Actuellement, au Québec, comme dans beaucoup d'autres systèmes de santé, dans les pays industrialisés, le déséquilibre est en faveur du curatif. On investit beaucoup dans le curatif et cet investissement est dopé aussi par les technologies. Et ça laisse moins de ressources à investir dans le préventif. Donc il y a quelque chose à corriger à ce niveau-là. Donc ça veut dire investir beaucoup plus dans la prévention, dans la promotion de la santé. So when we think about treatment, we're never asking, is this going to save us money? But somehow when we think about prevention, that message comes in and we actually then have a much higher standard that a prevention intervention has to meet in order to be considered seriously or approved. So I think it's really important to think about, to measure these things in the same way, to say when we think about prevention, when we think about treatment, are we paying for things that give us more health at a reasonable cost?
And in fact, things like immunizations and some, preventive efforts can be very cost effective. They give us, at the population level, a big improvement in health for a small cost. And on the other hand, when we look at treatment, especially at the end of life, we're also often talking about small improvements in health at a much bigger cost. Cette question-là de l'espérance de vie en santé par rapport à l'espérance de vie, elle est importante pour au moins deux raisons là, pour les décideurs publics. La première, c'est bien sûr que quand on est en moins bonne santé, on va consommer davantage de services. Donc, pour l'État, c'est important de savoir cette portion-là de la vie ou l'augmentation de l'espérance de vie qu'on observe, qu'on projette. Est-ce qu'elle est passée dans des années où on consomme énormément de soins ou est-ce que c'est des années où on est en bonne santé? Donc ça, c'est, si on veut, le côté coût. Mais il y a une autre portion à ça qui est importante, c'est quand on voit que la hausse de l'espérance de vie en santé qui est un peu freinée par les maladies, différentes maladies chroniques qu'on observe, le diabète, les maladies cardiovasculaires, bien là, on peut se demander en amont de ça, en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir ça? Et là, bien là, l'État peut réfléchir à différents moyens. C'est pas facile de changer les comportements, mais il y a des choses qui peuvent peut-être fonctionner et il faut s'attarder à regarder ce qu'on peut faire pour aider les gens potentiellement à vivre plus longtemps, mais aussi en bonne santé. So in addition to thinking about where we've put investments in sort of treatment and prevention, I think, again, as we have an aging society, people are living longer, we put a lot of effort into preventing and treating disease, but it is important to remember that we're all going to have an end of life, right? And it's maybe due to illness, injury, and accident, can be very sudden, can be very long. We have to think about our healthcare system as caring for people and their loved ones at that moment as well, right? So it's not always about extending life as long as possible that's really going to provide the most benefit for the population. I mean, it matters up to a point, but at some point, we're starting to talk more openly now about quality of life, people having the choice in certain contexts about when to end their life, and really thinking about making sure that regardless, people are not suffering at the end of life. We have the capacity as a society to make sure that doesn't need to happen.